On va démarrer ce webinaire. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui avec nous pour ce webinaire sur la sobriété hydrique. Je suis Nathalie Belbossan, je suis la directrice du pôle tourisme durable de l'association Terre Agir qui déploie les programmes Clé Verte, le programme qui a porté cette étude, et également le programme Pavillon Bleu dans le domaine du tourisme. Alors, ce webinaire, il va être divisé en 4 temps. Une brève introduction de ma part. Ensuite, on parlera des apprentissages issus de l'analyse des données de consommation en eau des hébergements touristiques labellisés Clé Verte que nous avons menés. Puis interviendra Delphine Labouze, qui a fait partie de ce projet avec une phase d'immersion et de préconisation pour les hébergements touristiques dans lesquels elle s'est rendue. Et il y aura un temps de questions-réponses voilà, d'une quinzaine de minutes à la fin. Donc, n'hésitez pas à utiliser la conversation pour poser vos questions au fur et à mesure. Si vous avez un problème technique aussi, vous me l'indiquez dans la conversation. On est plusieurs personnes à avoir un œil dessus. Et puis, à la fin, on essaiera de prendre le maximum de questions pendant 15 minutes et on pourra toujours aussi vous répondre par la suite par écrit. Donc, dans quel cadre, en fait, se réalise ce webinaire? En fait, Terre Agir a fait partie des lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt qui avait été porté par Atout France pour accélérer la sobriété hydrique dans les hébergements touristiques. Donc, on a présenté un projet qu'on a mené en partenariat avec la Banque des Territoires qui était aussi cofinanceur et également l'UMI du Loir-et-Cher, l'Office de tourisme de Marseille, Hérotourisme et Alsace Destination Tourisme. L'idée étant qu'il y ait aussi une dimension ancrée dans les territoires dans ce projet. Ce projet, il se déroule en 4 étapes. La première étape, elle a consisté à conduire une analyse approfondie des consommations en eau dans les différentes typologies d'hébergements touristiques labellisés Clé Verte avec un gros travail de fiabilisation de la donnée. La deuxième étape, elle a consisté à comprendre les actions mises en œuvre pour économiser l'eau et c'est là notamment aussi qu'il y a eu un travail approfondi avec les territoires partenaires et avec les établissements de ces territoires dont plusieurs voilà, ont participé à des échanges avec nous. Ensuite, il y a eu une phase avec Delphine Labouze qui a consisté à mener une recherche sur les clés de l'engagement des collaborateurs et des touristes. Cette phase, elle a compris notamment une immersion dans les hébergements. Et enfin, on est dans la phase de diffusion des enseignements. Cette phase, elle a commencé en janvier puisque la sobriété hydrique était le thème principal de la table ronde lors de la cérémonie Clé Verte à Strasbourg. Elle continue aujourd'hui avec ce webinaire. Il y aura ensuite une diffusion d'un mémo et des posts réseaux sociaux et des partages de bonnes pratiques voilà, qui vont poursuivre. Donc aujourd'hui, 2 intervenantes, donc Delphine Labouze, qui est docteure en psychologie sociale et environnementale, et donc qui a travaillé avec nous sur ce projet, et Aurélie Poulain, qui est chef de groupe à la Clé Verte et qui a travaillé sur la fiabilisation des données avec 4 chargés de mission de notre équipe qui, eux, ont travaillé respectivement sur chacun des territoires qu'ils accompagnaient. Et ben, je laisse la main à Aurélie. Merci beaucoup, Nathalie. Eh ben, si on aborde le premier pilier de ce projet autour de la sobriété hydrique, qui était donc l'analyse approfondie des consommations en eau, les apprentissages issus de cette analyse de données, ben, le premier apprentissage qu'on est ressorti, c'est tout d'abord que la fiabilisation de la data, enfin des données, est un enjeu majeur. Qu'il faut savoir mesurer et piloter pour pouvoir réduire ensuite de manière fiable. Donc, pour faire cette analyse de données, on est parti sur une extraction des indicateurs eau des établissements lauréats Clé Verte en France depuis la plateforme professionnelle Clé Verte, donc sur des données de l'année 2024. Et on a entamé un long travail de fiabilisation des données. Quand je dis long, c'est qu'on a fait le choix de travailler en parallèle sur 2 méthodologies, une méthodologie macro, une méthodologie micro, pour pouvoir confronter les résultats de ces 2 analyses et conforter la pertinence des apprentissages qu'on en a tirés. Donc la première méthode, c'était donc la méthode macro, c'est-à-dire on a extrait les indicateurs eau de plus de 2400 établissements Clé Verte sur la plateforme de notre outil et on a appliqué un ensemble de contrôles de cohérence qui nous a permis soit d'exclure les établissements qui présentaient des incohérences qu'on ne pouvait pas corriger, soit de compléter les données quand elles pouvaient voilà, être récupérées. Donc, si je vous en cite quelques-unes pour vous donner un peu une idée du travail qui a été réalisé derrière tout ça, on a d'abord travaillé sur la vérification de la cohérence du nombre de nuitées ou du nombre de couverts, tout simplement parce qu'on parle en termes de ratio. Et donc, pour pouvoir faire un ratio, si le nombre de nuitées ou de couverts à la base n'est pas le bon, ben, on va avoir des ratios qui vont être faussés. Donc ça, on a pu le corriger ou le vérifier à partir de la cohérence avec le nombre de locatifs totaux que pouvait présenter l'établissement.
On a travaillé aussi autour de la complétion des données. Voilà, quand on avait des établissements avec des consommations d'eau à zéro, on se disait forcément qu'il y avait un problème. Mais aussi quand on avait un nombre de mois de consommation reportée qui était inférieur à la période d'ouverture de l'établissement, par exemple. Ce qui veut dire que certaines données mensuelles n'avaient pas pu être remontées. On a travaillé sur la cohérence des unités, puisqu'on a des établissements qui vont avoir des données en mètres cubes et d'autres établissements qui vont avoir des données en litres. Et parfois, la donnée saisie sur la plateforme n'était pas la bonne. Et puis, on a aussi vérifié la cohérence des ratios de consommation. On a choisi d'exclure en fait les ratios de consommation extrêmes, à savoir plus de 2000 litres par nuitée ou moins de 30 litres par nuitée. On a vérifié aussi la cohérence selon les services présents dans l'établissement. Voilà, un établissement qui aurait une piscine, des espaces verts, des restaurants ou autres et qui présentait des ratios très faibles, ça a été soit corrigé, soit exclu. Et in fine, tout ça nous a donné un échantillon sur lequel on a vérifié qu'on avait bien l'ensemble des typologies d'hébergement labellisées par la clé verte qui étaient représentées pour pouvoir en tirer les apprentissages, voilà, sur tous les établissements qu'on va avoir dans notre palmarès de labellisés. Donc les données de plus de 570 établissements ont été fiabilisées de cette manière-là. En parallèle, on a fait donc une analyse micro grâce aux 4 territoires partenaires, où là, on a pu travailler sur une base de 200 établissements situés sur les 4 territoires partenaires de l'étude. On a appliqué le même type de contrôle, mais on a pu rentrer davantage dans le détail en échangeant avec les établissements retenus pour vérifier l'exactitude des données et apporter les éventuelles corrections. Et puis, on a aussi pu échanger avec nos contacts territoriaux pour avoir leur regard d'experts locaux sur les données fiabilisées. Donc là, ça représente un peu moins d'une centaine d'établissements fiabilisés sur cette méthode micro. En rapportant donc les résultats trouvés sur ces 2 méthodes au nombre d'établissements qu'on a fiabilisés, on obtient une consommation moyenne de 240 litres d'eau par nuitée pour un établissement clé verte en France. Attention, bien sûr, ces données sont à prendre avec parcimonie, puisqu'on a pu constater, nous, pendant l'étude, une grande diversité sur les données de consommation d'un établissement à l'autre. Donc, ça reste une moyenne. Alors après, on s'est intéressé aux facteurs qui pouvaient influencer ces consommations en eau. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que le facteur déterminant, c'est l'offre de services. La présence d'une piscine, par exemple, c'est le premier facteur de surconsommation en eau dans les établissements, avec une estimation, vous la voyez dans le tableau, à 148 litres supplémentaires par nuitée dans un établissement qui présente une piscine. La présence de parcs aquatiques avec plusieurs piscines, jets d'eau, des toboggans aquatiques, ça accentue bien évidemment encore l'écart. Et donc, je vous ai mis un chiffre. Voilà, les établissements avec piscine consomment 72% d'eau en plus par nuitée. Donc, vraiment, le premier poste de surconsommation, c'est la présence de ces bassins. Le second facteur de surconsommation d'eau qui est ressorti de cette étude, c'est la présence d'un vrai restaurant dans l'hébergement touristique qui engendre une surconsommation en eau par nuitée estimée à 85 litres d'eau. Alors, qu'est-ce que j'entends par vrai restaurant? C'est une offre de restauration qui ne se limiterait pas simplement à un petit déjeuner, à un snack ou au room service. Le troisième facteur de surconsommation qu'on a listé ici, c'est la présence d'espaces verts avec une surconsommation d'environ 41 litres d'eau par nuitée. Si on fait une analyse un petit peu plus fine, bien entendu, cette surconsommation, elle va varier en fonction de la taille des espaces verts, de l'application ou non d'un arrosage raisonné. Est-ce qu'on met en place des récupérateurs d'eau de pluie, un arrosage goutte à goutte? Ou encore si on a sur site la présence de forages ou de puits. Historiquement, ces puits, ils sont quand même perçus comme une ressource gratuite et inépuisable, donc il n'y a pas forcément toujours le réflexe de comptabiliser, de contrôler cette ressource parce qu'elle apparaît comme étant toujours là, mais finalement, voilà, c'est aussi quelque chose qui va amener à une consommation d'eau non négligeable. Alors, on voit que cette offre de service, elle a un impact important sur la moyenne des consommations d'eau. Et comme cette largeur de la gamme de services, elle est très largement corrélée aussi au niveau de gamme d'un établissement, on voit dans le tableau qui est sur cette slide juste en dessous que les établissements 4 ou 5 étoiles vont avoir tendance à consommer davantage que les établissements 1, 2 ou 3 étoiles, tout simplement parce qu'ils ont aussi davantage de services fortement consommateurs. Un établissement 4 ou 5 étoiles aura plus de restaurants, plus de piscines ou des espaces verts plus paysagers.
Alors, on a aussi des implications en fonction du type d'établissement, puisque bah, l'offre de service, on l'a vu, elle peut dépendre de la gamme de l'établissement, mais elle dépend aussi de la typologie d'établissement. Et puis, on a aussi certains éléments qui vont être liés à la structure elle-même des établissements, leur positionnement, leur fréquentation, ce qu'on va expliquer avec cette slide-là. On voit par exemple que sur certaines typologies, les consommations d'eau sont plus basses que sur d'autres, notamment pour les auberges de jeunesse, les villages et les centres de vacances, les résidences de tourisme. Ces chiffres assez bas, on les retrouve aussi, même si ça ne se voit pas dans ce tableau, sur les campings avec une majorité d'emplacements nus et qui ne présentent pas de piscine. Le point commun à tous ces établissements qui ont une consommation moyenne par nuitée inférieure, c'est que ce sont des établissements qui n'ont pas de sanitaire systématiquement pour chaque chambre et qui présentent des chambres partagées, des appartements, des emplacements nus. On a ensuite les hôtels. Alors, avec 238 litres d'eau par nuitée en moyenne, on voit qu'ils sont très proches du chiffre moyen que je vous ai donné tout à l'heure, bah, tout simplement du fait de leur forte représentation dans l'échantillon qui lisse la donnée. Mais je rappelle encore une fois, avec une grande diversité de profils, selon si on se parle d'un grand porteur, d'un petit établissement et selon la gamme de services qu'il présente. Ensuite, on voit dans le tableau, bah, tout en haut du tableau, les campings, les chambres d'hôtes. Alors, les campings, mis à part effectivement ceux qui ont beaucoup d'emplacements nus et qui n'ont pas de piscine, bah, vont être tirés vers le haut par la présence de parcs aquatiques, puisque ces établissements avec des parcs aquatiques consomment environ 300 litres par nuitée en plus que les campings qui ne présenteraient pas de piscine. Et puis les chambres d'hôtes, c'est un petit peu particulier. Ça peut étonner de prime abord ce chiffre-là assez élevé. Il faut savoir que les chambres d'hôtes sont des établissements qui génèrent assez peu de nuitées et qui, quand ils vont avoir une piscine, finalement vont avoir mathématiquement moins de nuitées pour amortir les consommations d'eau non variables. Donc les chambres d'hôtes avec piscine vont tirer fortement vers le haut la moyenne de cette catégorie. Alors après, il y a d'autres facteurs qui ont été étudiés ou non étudiés et qui influencent peu finalement les consommations d'eau. Alors la situation géographique, pour le coup, elle a été étudiée, mais on n'a pas constaté de surconsommation ou de sous-consommation dans des régions au climat plus chaud, plus froid ou plus humide. Alors, notre analyse, c'est peut-être que ça veut dire que dans les zones où il fait plus chaud, on sait qu'il y a plus de piscines, que les gens vont plus avoir tendance à aller se baigner, à se doucher, etc. S'il n'y a pas de surconsommation, ça veut peut-être dire que ce sont des établissements qui sont plus sobres, notamment du fait d'une plus grande acculturation sur le sujet de l'eau, de la sécheresse et du fait de faire attention à ces consommations, mais aussi avec un facteur législatif, puisque ce sont des zones de France où il y a plus souvent des limitations réglementaires, par exemple sur la période d'ouverture des piscines, des restrictions sur le remplissage des bassins ou encore des restrictions sur l'arrosage. Et puis les deux autres facteurs qu'on a listés ici, les équipements hydroéconomes, les procédures de gestion de l'eau, la formation du personnel et la sensibilisation des clients, on n'a pas pu mesurer l'impact de ces facteurs sur la consommation d'eau, tout simplement parce que notre échantillon est constitué d'établissements labellisés clé verte et que ces actions sont des prérequis pour être labellisées. Voilà. Mais l'étude qui suivra avec Delphine rentrera plus en détail dans l'importance toutefois de la formation du personnel et de la sensibilisation client quand on se parle de sobriété hydrique. Sur les 4 axes de l'étude dont nous parlait Nathalie tout à l'heure, si vous vous rappelez du deuxième pilier, on était sur la compréhension des actions mises en œuvre pour économiser l'eau. Et donc, suite à cette analyse de données et aux échanges qu'on a pu avoir avec certains établissements sur les territoires, on a interrogé en particulier ceux qui avaient été identifiés comme étant les plus sobres en eau. Et il en est ressorti 3 facteurs qui semblent clés, dont certains sont impulsés, entre autres par clé verte en tant que critère impératif ou critère conseillé de notre référentiel. Ces 3 piliers, c'est le pilotage des consommations en eau. Ça va passer donc par le relevé des consommations, le suivi des ratios, mais aussi l'installation de sous-compteurs dans des secteurs fortement consommateurs pour pouvoir cibler plus rapidement les fuites, les secteurs où on peut améliorer. Et tout ça, ça peut se faire à la fois par des outils très pointus, technologiques, etc., mais aussi manuellement dans certains établissements qui n'ont pas les moyens tout simplement de déployer ces outils.
Les deux autres piliers, les équipements hydroéconomes et la sensibilisation, on va les retrouver avec des actions qui vont être très liées aux trois gros postes de surconsommation qu'on a cités précédemment. Notamment en lien avec les piscines, les établissements nous ont cité la mise en place de bâches pour limiter l'évaporation des piscines. Il faut savoir que la présence de ces bâches permet en moyenne de réduire de 80% l'évaporation. Donc voilà, un impact assez fort. On nous a cité aussi de faire attention au nettoyage des filtres sur ce poste lié aux piscines. Sur le poste lié à la restauration, on retrouve des actions d'équipement hydroéconome, avec tout ce qui va être l'équipement en mousseur, en réducteur de débit sur les points d'eau, mais aussi sur l'équipement avec des lave-vaisselle économes, des plonges sans pré-lavage. Et puis du point de vue de la sensibilisation, bien sûr, tous les éco-gestes qui peuvent être diffusés aux salariés qui travaillent au niveau des cuisines. Et sur le troisième poste de surconsommation qui était les espaces verts, on retrouve ici des éco-gestes autour de l'arrosage raisonné, la mise en place de récupérateurs d'eau de pluie, de systèmes d'arrosage au goutte à goutte, de nettoyeurs haute pression ou encore à nouveau la sensibilisation des salariés. Je rajouterai un dernier poste de consommation qu'on n'a pas cité précédemment parce qu'il est là d'office, c'est la partie sanitaire. Voilà, comment vos clients vont prendre leur douche, vont se laver les mains, etc. Donc on retrouve les mousseurs, les réducteurs de débit, les douchettes, les chasses d'eau double flux, les lave-linges des buanderies. Mais on va aussi retrouver un poste très important qui sera la sensibilisation de la clientèle avec la diffusion d'éco-gestes ou encore des animations de sensibilisation. Il faut savoir que les agences de l'eau indiquent qu'en vacances, les Français consomment en moyenne 55% d'eau en plus. Alors, c'est notamment lié à l'offre de services, mais c'est aussi lié au fait qu'on fait moins attention quand on n'est pas à la maison et quand on est en vacances, on oublie tout et parfois on consomme un petit peu plus. Tout ça va faire une juste transition vers l'intervention de Delphine autour de la sensibilisation. Donc Delphine, je te rends la main. Bonjour à tous et toutes. Donc moi, je m'appelle Delphine Labouze. J'ai eu le plaisir de travailler avec Terre Agir sur ce projet et on avait déjà travaillé auparavant ensemble. Euh, voilà, petite introduction parce que parmi vous, il y en a peut-être qui ne connaissent pas forcément la psychologie sociale, qui est ma discipline, qui consiste vraiment à essayer de comprendre les comportements, à la fois sous l'aspect psychologique, mais aussi sous l'aspect social, donc en fait l'influence du groupe sur l'individu. Et je vous présente juste une petite slide introductive d'un modèle pour que vous ayez à l'esprit les concepts que je suis allée observer sur le terrain, et je vais vous expliquer juste après le déroulement de mon intervention. Donc cette petite introduction, c'est un modèle qui s'appelle la théorie du comportement planifié, qui vise à comprendre les comportements dans lesquels il y a une intention d'agir. Donc là, par exemple, pour économiser l'eau en vacances, il faut d'abord que les touristes et les salariés aient l'intention de mettre en place un certain nombre de gestes et de pratiques économes en eau. Donc cette intention, elle est influencée par trois choses. Vous allez voir que je vais en reparler après dans les résultats. Les attitudes, c'est ce que la personne pense par rapport au comportement. Donc c'est vraiment les croyances, les opinions, les représentations, les connaissances. Tout ça, ça va former des attitudes qui sont soit favorables aux économies d'eau, soit défavorables. Des personnes qui vont se dire soit c'est utile et important d'économiser l'eau, soit au contraire, ça sert à rien ou c'est pas mon problème. On a aussi l'impact des normes sociales, donc c'est vraiment l'influence du groupe. Cette fois, c'est les croyances de la personne par rapport à ce que les autres font et ce que les autres pensent. Donc, qu'est-ce que la personne imagine être les comportements majoritairement adoptés et les comportements majoritairement valorisés dans un groupe donné. Donc, grosso modo, est-ce que les salariés pensent que les touristes sont sensibles aux économies d'eau ou pas? Et on va voir que ça a une importance très forte. Et la dernière dimension, c'est le contrôle comportemental perçu. C'est de façon très simple le sentiment de contrôle. Est-ce que les salariés et les touristes se sentent capables d'économiser l'eau? Est-ce qu'ils savent comment faire? Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir les ressources à disposition? Et est-ce qu'ils n'ont pas de doute sur l'efficacité de leurs propres gestes pour atteindre des économies d'eau? Donc vous allez voir que cette grille de lecture va se retrouver un petit peu ensuite quand je vais vous présenter les résultats du projet. Donc juste pour vous rappeler le contexte et les objectifs, donc on a mené cette expérimentation dans 4 établissements touristiques qui sont labellisés Clé Verte, avec une diversité de profils d'établissements, un camping, une auberge de jeunesse, un gîte et un hôtel.
Concrètement, je suis allée donc dans chacun de ces établissements pour faire une immersion sur site et pour observer les comportements. Les objectifs, c'était de savoir comment mettre en place des actions efficaces pour accompagner des changements de comportement auprès des salariés et des touristes. Donc il y a vraiment ces deux cibles distinctes. Et l'objectif, c'était d'arriver à les impliquer de façon durable pour réduire leur consommation d'eau. Oui, j'ai un peu dit déjà ce que j'ai fait. Donc l'idée, c'était que dans chaque site, je suis allée vraiment sur place pour observer à la fois les installations, les équipements techniques, mais aussi les usages. Donc vraiment regarder comment les salariés et les touristes utilisaient l'eau dans les différents sites. Et j'ai réalisé un certain nombre d'entretiens. Donc avec les salariés, c'était des entretiens prévus à l'avance, donc programmés. Et avec les clients, c'était vraiment des entretiens spontanés au fur et à mesure de mes échanges que j'ai pu avoir avec eux. Et l'objectif, c'était vraiment de comprendre à la fois leur perception par rapport aux économies d'eau, recueillir leur comportement autodéclaré, et puis quels étaient les éventuels freins et leviers. Donc pour vous faire une petite synthèse des résultats de ces immersions, un des principaux constats, c'est que finalement, dans les 4 établissements touristiques où je suis allée, les touristes et les salariés se disent sensibilisés aux économies d'eau. Ça veut dire qu'en fait, dans le modèle que je vous ai présenté juste avant, les attitudes, elles sont favorables. Donc en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées en entretien ou avec qui j'ai échangé, toutes m'ont dit: «C'est important d'économiser l'eau, c'est important, l'eau est précieuse, il ne faut pas la gaspiller». C'est pas parce que je suis en vacances, donc ça contredit un peu ce que tu viens de dire Aurélie, mais effectivement les chiffres montrent qu'on consomme en moyenne 2 fois plus d'eau quand on est en vacances que quand on est chez nous. Mais en tout cas, la perception, des touristes quand ils sont en vacances, c'est non, ici, moi, je fais comme à la maison. Mes gestes d'économie, de ne pas gaspiller, je le fais aussi quand je suis en vacances. Mais par contre, ça, c'est les attitudes, donc c'est ce que les personnes pensent. Mais par contre, il y a un décalage avec effectivement les comportements. Et il y a une difficulté à passer à l'action à cause d'un certain nombre de freins. Et un des premiers freins qui est ressorti, qui était vraiment très surprenant et qui s'est retrouvé sur tous les établissements de façon vraiment unanime, c'est une méconnaissance des normes sociales. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes que je rencontrais en entretien me disaient: «Bah, pour moi, c'est important et ici au travail ou alors ici en vacances, je fais attention, j'économise l'eau. Mais par contre, je pense que mes collègues, ils sont pas très sensibles et ils font pas très attention». Ou alors, et ça c'était systématique, hein, les salariés qui disaient: «Je pense que les touristes, là, ils sont en vacances, c'est pas eux qui payent la facture, du coup, les touristes, ils gaspillent, ils s'en fichent, ils consomment vraiment beaucoup plus qu'à la maison». Donc ça, c'était la perception des salariés que leurs collègues et les touristes gaspillent l'eau quand ils sont en vacances. Alors que moi, tous les touristes que j'ai interrogés m'ont tous dit: «Bah non, il y a pas de raison, c'est pas parce que je paye pas la facture que, je vais, gaspiller beaucoup plus, d'eau qu'à la maison». Et donc ils me disaient tous: «Non, non, c'est hyper important, moi en vacances, je fais très, très attention, mais je pense que les autres touristes, ils font pas attention». Donc à chaque fois, il y avait toujours cette méconnaissance, et de façon générale, hein, dans les études en psychologie sociale, on se rend compte qu'un des freins, c'est qu'on attribue quasiment systématiquement des mauvaises intentions aux autres, et on est persuadé que les autres agissent mal ou qu'on est seul à agir finalement. Donc ça, c'est vraiment un frein très très important, et vous allez voir que ça permet ensuite d'identifier des leviers. Un autre frein qui est ressorti, donc par rapport au modèle que je vous ai présenté juste avant, c'était sur le sentiment de contrôle, donc le contrôle comportemental perçu. Puisque les attitudes étaient favorables, c'est-à-dire les gens me disaient tous: «Moi, je pense que c'est important, il faut économiser l'eau», au camping, à l'auberge de jeunesse, dans le gîte ou à l'hôtel. Mais par contre, en fait, je ne sais pas trop comment faire. Parfois, je me sens un petit peu, impuissant. J'ai l'impression que ça va peut-être servir à rien, et que moi, dans mon quotidien, je ne sais pas comment faire. Il y avait par exemple des personnes qui s'occupaient du ménage qui me disaient: «Bah, en fait, je suis obligée d'utiliser beaucoup d'eau pour nettoyer». Et parfois, il y avait aussi des représentations que, pour que ce soit propre, il fallait utiliser beaucoup d'eau et aussi parfois beaucoup de produits. Donc, il y avait aussi une difficulté par rapport à ce sentiment de savoir comment faire pour soit bien faire son travail, soit bien se laver, ou toutes les normes d'hygiène, tout en gaspillant moins d'eau. Donc, concrètement, les idées d'action qui ont été partagées, alors il y avait des choses que j'ai adaptées, hein, à chaque établissement touristique, et des spécificités liées, à certains sites. Mais là, je vous donne les grands enseignements généraux. Il y avait cette idée, de mettre en avant les normes sociales, puisqu'on a vu qu'il y avait vraiment une méconnaissance et un sentiment d'être seul à agir.
Donc, le simple fait de communiquer sur les opinions et les comportements des autres touristes et des autres salariés, ça permet de montrer qu'en fait, on n'est pas seul à agir, mais que c'est vraiment un sujet de préoccupation partagé. Donc c'est quelque chose qui commence à se faire et je vous ai mis un exemple là, hein. Comme nos clients, aidez-nous à protéger l'environnement. 72 des personnes ayant occupé cette chambre, avant vous ont accepté, de participer et de réutiliser leurs serviettes. Donc ça, on le voit de plus en plus, hein, dans les hôtels. Ça active la norme sociale, hein, qui est que, bah, la majorité des personnes, réutilisent leurs serviettes, par exemple. Donc ça, le simple fait de donner un chiffre, et c'est assez simple, hein, vous pouvez facilement avoir les données de savoir combien de personnes réutilisent leurs serviettes ou combien de personnes demandent le ménage ou demandent le changement des draps quand ils sont là plusieurs nuits. Donc ça, communiquer dessus, ça va avoir vraiment une influence significative sur les comportements des autres clients. Donc voilà, 75% des touristes réutilisent leurs serviettes, donc ça, c'est ce qu'on appelle la norme descriptive, c'est qu'est-ce que la majorité des autres font, et 80% des salariés économisent l'eau depuis longtemps. Donc ça permet vraiment d'activer cette idée qu'on n'est pas seul à agir et que du coup, notre geste va avoir d'autant plus d'impact. Dans cette même idée, dans ce qui est ressorti, il y avait aussi l'envie d'agir à plusieurs de façon collective, donc en créant des réseaux d'ambassadeurs pour faire ce qu'on appelle de la sensibilisation par les pairs. Donc se dire qu'on est toujours beaucoup plus facilement convaincu par quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un à qui on peut s'identifier. Donc soit un salarié si on est salarié, soit un touriste si on est touriste. Et ensuite, de façon un peu plus générale aussi, le label Clé Vert est pas très connu finalement, même des salariés, hein. Il y en a certains qui sont là juste pour la saison et qui n'ont pas entendu parler du label Clé Vert. Et les touristes, bah, sauf cas particulier, mais la plupart non plus ne savent pas, n'ont pas forcément vu, le panneau à l'entrée et ne sont pas forcément au courant. Et donc là, je pense que c'est important de l'afficher autant que possible, pour vraiment montrer déjà que c'est une démarche qui est collective, qui est cohérente et qui a du sens, et puis créer ce sentiment d'appartenance à un groupe. Donc moi, j'ai suggéré à certains établissements aussi, d'assumer en quelque sorte, de prendre un petit temps à l'accueil des touristes. Parce que souvent on me disait oui, mais parfois ils ont fait 10 heures de route, ils sont fatigués, ils veulent juste récupérer le plus vite possible la clé de leur chambre, et puis du coup je ne vais pas les embêter à leur parler du label clé verte. Mais en fait, je pense que c'est important de préparer un discours qui dure peut-être que 30 secondes, hein, juste pour permettre d'activer justement ce sentiment de cohérence, de se dire je suis dans un établissement qui fait des efforts et qui a obtenu un label, et du coup, ben, moi, je vais aussi, mon geste aura encore plus d'importance puisqu'il sera ancré dans une démarche globale et collective. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important, donc soit par un discours à l'accueil, soit par des affichages, il y a différents moyens de le faire savoir. Donc une autre catégorie de levier autour cette fois du sentiment de contrôle, puisqu'on a vu que c'était un des freins, le fait de ne pas savoir comment faire, bah, les leviers, ça va être de donner des recommandations concrètes pour savoir comment économiser l'eau au quotidien. Et donc là, d'avoir des petites affiches, des petits stickers où il n'y a pas trop de texte. Bon, là, dans l'exemple, c'est l'équipe de Clé Verte qui a fait ce sticker. Il y a aussi l'enjeu de traduire en anglais, puisqu'on a des publics qui ne sont pas forcément francophones, mais que les affichages soient au plus près des usages, vraiment dans chaque lieu de consommation, à côté du robinet, à côté des toilettes, dans la douche, pour que ça serve de rappel et que ça permette de se dire, voilà, ah bah là, concrètement, je peux utiliser un verre d'eau pour me brosser les dents. Et donc, ça permet aussi de montrer l'impact, de se dire, si j'utilise un verre d'eau pour me laver les dents, je vais économiser tant de litres d'eau. Si je réduis le temps passé sous la douche, au lieu de passer 9 minutes, je passe que 5 minutes, je vais économiser 36 litres d'eau. Donc ça permet de se dire, en fait, mon geste individuel, même s'il peut paraître parfois un petit peu minime par rapport à tout ce qu'il y aurait à faire à l'échelle globale, bah, il s'inscrit dans une démarche plus grande où l'établissement il fait aussi plein de choses, par exemple en mettant des mousseurs, enfin toutes les actions qu'Aurélie vous a présentées sur les équipements économes, et ben de se dire que moi aussi je peux contribuer et mettre un petit peu ma pierre à l'édifice en adoptant un certain nombre de gestes qui vont être efficaces et qui vont avoir un impact direct. L'autre élément sur le sentiment de contrôle, c'est d'essayer de rendre les gestes faciles. Notre cerveau aime bien ce qui est simple, ce qui est facile. Donc comment faire pour que le geste le plus économe en eau soit le plus évident, le plus facile. Et donc là, j'ai cet exemple qui est revenu souvent sur les boutons de double débit de chasse d'eau, où en fait on voit dans la photo tout à gauche que en fait, les deux boutons sont identiques. Donc les personnes ne savent pas
même si elles sont de bonne volonté, qu'elles veulent utiliser le petit débit quand c'est nécessaire, en fait, elles ne savent pas lequel est le petit, lequel est le gros débit. Et souvent, le gros débit est plus accessible parce que c'est lui qui est le plus gros. Et donc là, on voit l'exemple, la deuxième photo au milieu, où en fait, le bouton du petit débit ressort. Le simple fait qu'il ressorte, ça fait que c'est plus facile d'appuyer dessus. Donc spontanément, on va appuyer dessus, même si on ne se pose pas forcément la question de quel débit choisir. Et après, il y a aussi la possibilité de rajouter un petit sticker pour dire, voilà, en appuyant sur le petit débit, ça fait 3 litres d'eau. Donc on économise la moitié de quand on appuie sur le gros débit qui fait 6 litres d'eau. Donc ça permet aussi de montrer l'impact et d'inciter à utiliser le petit débit quand c'est possible. Et puis, le deuxième élément pour vraiment rendre les gestes les plus économes, les plus accessibles aussi, il y a cette idée de transformer ce qu'on appelle l'option par défaut. Donc l'option par défaut, c'est ce qui est fait si le client ne dit rien. Il y a encore beaucoup d'établissements où par défaut, si on reste plusieurs nuits, par défaut, on va nous changer les serviettes, les draps et faire le ménage. Ça commence à évoluer, hein. Heureusement, il y a beaucoup d'établissements où c'est plus le cas. Mais moi qui voyage beaucoup pour le travail, je me rends compte que c'est encore très minoritaire, en France en tout cas. Et donc cette idée de l'option par défaut pourrait être, par défaut, on ne change pas les draps et les serviettes si la personne reste 2, 3 nuits, mais on lui propose de les changer si elle le souhaite. Donc le service reste le même. Et il y a eu des retours, j'avais échangé à une personne justement à la cérémonie à Strasbourg, là, début janvier, qui disait que pendant 1 an, en fait, elle a transformé l'option par défaut, et alors qu'avant, quasiment, elle changeait pour tout le monde, pendant 1 an, elle a eu qu'une personne qui a fait la demande de changer. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a un énorme potentiel de réduire les gaspillages, puisque parfois les personnes sont tout à fait d'accord pour garder les mêmes serviettes et les mêmes draps plusieurs nuits d'affilée, mais c'est juste qu'on ne leur demande pas leur avis et que par défaut, on les change. Donc là, ça crée aussi du gaspillage inutile. Une autre catégorie de levier, ça tourne autour de ce qu'on appelle l'engagement. Donc l'engagement en psychologie sociale, c'est vraiment le lien entre une personne et ses comportements. Ça veut dire qu'on n'est pas engagé par ce qu'on dit, mais on est engagé par ce qu'on fait. Donc le but, c'est vraiment comment obtenir un premier petit geste qui va nous engager dans la direction des économies d'eau. Donc commencer par quelque chose de facile à réaliser. Et dans les théories de l'engagement, on sait que quand on est dans un contexte de liberté, c'est-à-dire quand on a le choix, et juste la petite phrase de dire « vous êtes libre de », ça augmente la force de l'engagement. Donc l'idée, ce serait pourquoi pas, dans certains établissements, quand c'est faisable, hein, mais moi j'ai pensé par exemple dans les campings, quand il y a des activités aussi qui peuvent être faites avec les clients qui sont là, de proposer à ceux qui le souhaitent de choisir, dans un contexte de liberté, un certain nombre de gestes à réaliser pendant leur semaine de vacances pour économiser l'eau. Donc l'idéal, c'est si on arrive à co-construire cette liste, c'est-à-dire pourquoi pas faire une boîte à idées où les touristes peuvent, et les salariés aussi, peuvent mettre des idées. Et ensuite, chacun est libre de s'engager en se disant, voilà, là, pendant la semaine qui va s'écouler, moi aussi, je vais pouvoir contribuer à essayer d'économiser l'eau dans le cadre du label. Et donc, je vais m'engager à faire tel ou tel geste. Donc, ça doit être des gestes très précis, très détaillés. Et ensuite, on peut partager ces gestes en public, donc par exemple avec des grands panneaux à l'entrée de l'établissement où les gens mettent leur signature. Donc, ça crée vraiment, ça rend l'engagement visible. Ça permet de le partager en public, ça c'est aussi un critère qui augmente l'engagement. Et ça montre là aussi qu'on n'est pas tout seul à agir, donc ça active aussi la norme sociale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose engagement qui est très fort pour amener à réduire ce décalage entre les intentions et les actions. Parce que comme je vous le disais, tous ceux que j'ai interrogés se disent favorables aux économies d'eau, mais par contre, ils ne le font pas forcément. Donc l'engagement, ça peut permettre d'aller jusqu'à la mise en action sur des gestes très concrets comme voilà, je m'engage à rester 3 minutes sous ma douche au lieu de 5 minutes. Je crois que je ne l'avais pas dit tout à l'heure justement dans les idées pour rendre les gestes ludiques. Il y a aussi l'idée qui est ressortie de mettre un sablier sous la douche pour permettre d'avoir un peu cet esprit compétition et mesure et se dire, tiens, est-ce que je suis capable de passer moins de 5 minutes ou moins de 3 minutes, pourquoi pas moins de 1 minute sous la douche, mais en tout cas, voilà, se lancer des petits défis, des petits challenges et se dire, tiens, là, dans la semaine, je vais essayer certains nouveaux gestes et essayer de les tenir. Un autre élément qui est très important aussi pour maintenir la motivation, ça peut paraître tout simple, hein, mais c'est de valoriser,
de remercier et de célébrer toutes les bonnes idées, toutes les bonnes actions. Pourquoi? Parce que souvent, on nous en demande toujours plus et les gens ont un peu cette impression d'être démotivés parce qu'ils ont l'impression qu'il faut faire toujours plus et faire toujours plus d'efforts. Alors ce terme effort, il faut essayer de le bannir un petit peu du vocabulaire pour au contraire montrer que c'est facile, que c'est accessible à tout le monde et qu'on peut ressentir des émotions positives, comme la fierté par exemple, à se dire bah tiens, moi je me sens fière parce que grâce à moi, grâce à moi et grâce à nous, on contribue à économiser l'eau, qui est une ressource précieuse, et ça, ils en ont tous conscience. Et ces émotions positives comme la fierté, qui sont des émotions sociales, elles sont indispensables pour créer de la coopération et donc pour permettre cette envie aussi de contribuer. Donc là, j'ai mis l'exemple de l'hôtel Turenne, qui est un des hébergements où je suis allée en immersion et qui avait affiché, alors au moment où moi j'y suis allée, c'était affiché dans le bureau du directeur, cet impact environnemental A. Et je lui ai suggéré justement de le rendre public aussi pour les clients et donc pas de le laisser afficher dans son bureau, mais vraiment de le partager dans l'entrée de l'hôtel pour créer aussi euh, cette occasion de valoriser tout ce qui a été fait. Et donc aussi de le dire en fait, de dire ce qu'on met en place, de dire voilà, il y a telle et telle chose qui ont déjà été mises en place pour économiser l'eau. Par exemple, en faisant un petit retour, là j'avais pris l'exemple du camping, ça pourrait être un petit message qui dit depuis 2024, le camping est engagé pour réduire ses consommations d'eau. Cela a déjà permis d'économiser 15% d'eau. Bravo et merci à tous. Êtes-vous prêts à continuer? Donc il y a vraiment cette idée, on fait le bilan, on dit que grâce aux actions qui ont été mises en place, on a eu un impact significatif, on félicite et en même temps, on invite aussi à continuer et à participer à cette démarche collective. Et un dernier élément que je voulais vous partager, parce que dans ce projet, on s'est intéressé aux salariés et aux touristes. Un élément qui ressort de façon générale de toutes les études que j'ai pu mener depuis ma thèse en 2015, c'est l'importance de ce qu'on appelle le sentiment de justice organisationnelle, puisque les salariés sont au travail. Et donc, quand on leur demande d'économiser l'eau au travail, il y a la question du management qui entre en jeu. Il n'y a pas que l'aspect valeur ou sensibilité personnelle. Il y a aussi la façon dont les salariés se sentent traités par leurs supérieurs hiérarchiques. Et les études qu'on a menées depuis les années 2010 dans ce domaine montrent que plus les salariés se sentent traités de façon juste et équitable au travail, plus ils seront prêts à s'engager dans des actions d'économie d'eau au travail. Donc ça, c'est un élément qui est important parce que j'ai réussi à l'aborder dans les entretiens en garantissant la confidentialité. Et c'est vrai que ça peut être un frein comme un levier, c'est-à-dire qu'un contexte de travail où on se sent pas traité de façon juste, c'est-à-dire qu'on a l'impression que nos rétributions, donc tout ce qu'on reçoit, c'est pas que le salaire, hein, c'est aussi la reconnaissance, les primes, les promotions, que tout ce qu'on reçoit n'est pas à la hauteur de nos contributions. C'est-à-dire si on a l'impression qu'on s'investit beaucoup, qu'on a beaucoup de responsabilités, qu'on a un niveau d'études important et qu'on a l'impression qu'on n'est pas rétribué à sa juste valeur, ça va créer un sentiment d'injustice. Mais il y a aussi d'autres dimensions. Il y a la façon dont les décisions sont prises, qui est très importante. C'est-à-dire que si un salarié a l'impression qu'on prend des décisions sans lui demander son avis, alors que ça le concerne, que c'est imposé de façon autoritaire, descendante, et qu'on n'a pas possibilité de s'exprimer, ça va créer de l'injustice. Si on a l'impression que les décisions ne sont pas appliquées de la même manière pour tout le monde, il y a des personnes qui peuvent poser leur congé quand elles veulent, et puis d'autres à qui on dit systématiquement non. Ça crée de l'injustice. Si on a l'impression que le supérieur hiérarchique nous parle pas bien, nous parle pas forcément de façon respectueuse ou avec politesse, ça va créer de l'injustice. Et à chaque fois qu'il y aura de l'injustice, il y aura une réticence à s'engager pour le label Clé Verte, pour les économies d'eau, même si la personne est sensible à ces sujets-là, même si elle est engagée dans sa vie privée, même si elle a déjà des habitudes par ailleurs. C'est ce qu'on appelle une variable modératrice, c'est-à-dire qu'elle peut soit au contraire être un levier, si les personnes se sentent traitées de façon juste au travail et qu'il y a une bonne ambiance, qu'il y a une bonne cohésion, que les salariés se sentent considérés, ça va être un levier pour les embarquer dans le label Clé Verte et les économies d'eau. Mais s'ils se sentent traités de façon injuste, ça va être un frein. Et parfois, on peut passer à côté en disant, voilà, on met en place plein de choses, mais ça bloque
et peut-être que ça bloque parce qu'il y a ce sujet-là qui nécessite d'être abordé. Voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est un petit peu, je pense, différent des éléments que vous avez l'habitude d'entendre, mais je pense que c'était important aussi de le préciser. Je crois que ouais, j'ai été un peu plus rapide que ce que je pensais, parce que j'ai vu qu'on avait quelques minutes de retard, mais du coup, tant mieux, on a plus de temps, quelques minutes en plus pour les questions. Et je vous mets cette slide-là, le temps que vous posiez vos questions, où on a mis quelques verbatims issus des entretiens que j'ai pu faire et un certain nombre de ressources pour vous permettre d'aller plus loin. On a 2 questions pour toi dans le chat, Delphine. La première, c'était sur quelle catégorie d'établissement tu as eu le retour concernant le changement des draps et serviettes? Tu sais, la dame qui te disait qu'elle avait eu une seule demande de Bah, changer. c'était, alors là, je ne sais pas si je vais retrouver, mais c'était à la cérémonie Clé verte, là, à Strasbourg, la dame qui a présenté, qui faisait partie des coups de cœur. Donc, je pourrais retrouver. C'était le couple là, de personnes un peu âgées qui a présenté à la cérémonie Clé verte, avec qui j'ai discuté après. Là, comme ça, je ne me souviens plus du nom de son établissement, mais ça faisait partie des coups de cœur qui ont été présentés à la cérémonie. C'était un gîte, a priori, dans l'ouest de la France, C'est en ça. Bretagne. Ouais, c'est ça, c'était en Bretagne. Un gîte en Bretagne, donc apparemment. Et on avait une autre question, c'était qu'est-ce que tu nous conseilles comme retour pour les équipes sur la consommation d'eau, d'électricité, la production de déchets? Donc j'imagine peut-être les chiffres clés. Tout à l'heure, tu parlais de 80% des salariés sont impliqués sur les Ouais. économies d'eau. Voilà, est-ce que tu as quelques exemples comme ça de... Bah, alors les retours, oui, c'est pas forcément. Enfin, je pense qu'il y a 2 niveaux. Il faut toujours articuler, je pense, les aspects techniques où c'est quand même important de montrer et de valoriser ce qu'on a fait en disant, bah voilà, je sais pas, depuis qu'on filtre l'eau de la piscine, ça nous a permis d'économiser tant d'eau. Donc ça, c'est important parce que ça va montrer qu'on a des investissements qui sont faits pour agir sur la technique, parce que c'est important de dire, voilà, je pense que on ne peut pas vraiment agir sur les comportements si on est dans des équipements qui sont très, très consommateurs. Donc se dire, dans un premier temps, on agit sur tout ce qu'on peut faire au niveau de la technique, et en parallèle, on agit sur les comportements en se disant, voilà, ça va être cohérent. Et donc, ce qu'on peut communiquer au niveau des comportements, c'est plutôt, si on a l'occasion d'avoir des chiffres grâce à des enquêtes, c'est ce qui est le mieux, c'est d'arriver à, voilà, peut-être de façon assez simple, sonder les collègues, en fait, pour savoir, est-ce que la majorité est favorable et est-ce que la majorité adopte déjà des comportements d'économie d'eau ou de façon plus générale, hein, sur le tri des déchets, sur les économies d'énergie, sur d'autres gestes. Et donc, ça peut aussi être l'occasion aussi de créer du débat et que ce soit en fait un sujet qu'on partage avec ses collègues, parce qu'on se rend compte que les personnes sont toutes porteuses de solutions. En fait, ça, c'est vraiment important de se dire que il faut essayer d'inverser un petit peu la tendance qu'on a à voir des experts qui disent ce qu'il faut faire, et plutôt à se dire, en fait, les salariés, les touristes sont des experts de leurs usages et sont porteurs de solutions. Et donc, c'est bien d'essayer de créer des démarches vraiment qui sont participatives et qui ne sont pas descendantes, qui sont plutôt ascendantes, quoi. Merci Delphine. On avait une main levée de la part de Stéphane. Quelles idées avez-vous pour l'affichage ou l'information client pour un gîte? Est-ce qu'on est sous un format panneau, livret? Est-ce qu'il y a des supports? C'est vrai ça, Delphine. Est-ce qu'il y a des supports particuliers à privilégier selon toi? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, même si elles sont intéressées par le sujet, ne sont pas forcément disponibles mentalement au moment où nous, on veut leur transmettre l'information. Donc, c'est important de ne pas les noyer sous trop d'informations, peut-être d'avoir 2 temps, c'est-à-dire quelque chose d'assez succinct qui va pouvoir être visible de façon facile dans l'environnement, qui attire l'attention et qui fait que, voilà, on met en évidence euh, la chose sur laquelle on veut communiquer. Et après, dans un second temps, les gens qui sont intéressés, leur donner la possibilité d'aller plus loin, pourquoi pas avec un livret. Mais c'est vrai que le côté aller se pencher sur un document écrit et prendre le temps de le lire, c'est pas forcément la chose spontanée que les personnes vont faire. Il y a que les personnes qui sont vraiment très intéressées, très motivées qui vont le faire. Donc ça peut être bien d'avoir un peu les 2 niveaux d'information, d'avoir quelque chose de succinct sous forme, oui, d'affiches ou de stickers ou de panneaux à l'entrée, ou même le plus efficace, hein, ça reste quand même la transmission orale, hein. C'est ce que je disais, même si c'est très court,
juste voilà, au moment où on accueille une personne, lui dire, bah voilà, ici, on est vraiment engagé, c'est important pour nous, les économies d'eau, de façon générale, la transition écologique. Et en fait, le simple fait de le dire, de le partager à l'oral, ça va rendre la norme sociale saillante. Ça veut dire que ça va l'activer et ça va avoir un impact sur les comportements parce qu'on va avoir envie de se conformer à cette norme qui est rendue du coup saillante. Ne serait-il pas plus pertinent de faire le ratio de consommation par client et non par nuitée? Une nuitée représente potentiellement plusieurs personnes. Sur la plateforme, les indicateurs sont demandés par nuitée. Alors, si je dis pas de bêtises, les nuitées, nous, telles qu'on les compte, une nuitée égale un lit. Donc, une personne qui va être là pendant 3 nuits, elle va compter pour 3 nuitées. Donc, en fait, nous, on est vraiment une nuitée égale un client dans notre définition. Donc, si vous ne l'avez pas saisi de cette façon-là sur la plateforme, c'est que vous ne l'avez pas saisi avec la définition qu'on entend de notre côté. Donc, 2 personnes qui sont là 3 nuits, ça ferait 6 nuitées pour nous. On avait des questions sur est-ce que les stickers existent en version à imprimer et à glisser dans un support plexiglas? Certainement. Là, dans les ressources qu'on vous a mis sur les slides et que vous aurez par email a posteriori, vous avez des ressources qui sont sous format de page web de la part des agences de l'eau et qui sont tout à fait imprimables chez vous ou via un imprimeur comme le suggère Jérôme également dans le chat pour pouvoir les mettre sous un format qui soit pas adhésif et que vous puissiez le mettre à l'endroit qui vous convient le mieux dans vos espaces de vie. Il y a une question sur est-ce que nous aurions des jeux à utiliser pour les enfants ou au mini-club? Là, effectivement, on a développé du côté de Terragir, donc avec les programmes Clé Verte et Pavillon Bleu, un guide qui s'appelle En route vers 2030 et dont l'objectif est de sensibiliser les enfants via notamment les animations du mini-club aux objectifs de développement durable. Donc, qui vont aborder plein de thématiques, hein, l'eau, l'énergie, mais aussi les enjeux sociaux de la transition, mais sous des formats accessibles à différentes tranches d'âge. Donc ça, on peut tout à fait l'ajouter dans les ressources qui vous seront envoyées. C'est un jeu sous un format de carte, voilà. C'est assez sympa. Et je suis assez d'accord avec Christelle qui nous dit que les meilleurs ambassadeurs sont parfois les enfants. Voilà, on a une remarque sur les nationalités, effectivement, avec des sujets qui sont plus ou moins faciles à aborder selon la clientèle de l'établissement. Oui, juste pour rebondir là-dessus, sur la clientèle, il y a quelque chose qui m'a marqué pendant une des immersions que j'ai faites, d'une personne qui travaillait là depuis, je crois, presque 40 ans. Enfin, elle avait fait vraiment toute sa carrière, au même endroit et elle avait développé une expertise très, très fine. Alors, c'était plutôt par rapport au gaspillage alimentaire, mais des différences culturelles selon les clients et du coup, ils avaient réussi, grâce à son expertise à elle, à adapter les commandes en fonction de la nationalité des personnes qui avaient réservé pour limiter le gaspillage en se disant, voilà, telle catégorie de population consomme plutôt des viennoiseries ou plutôt du salé ou plutôt des saucisses, etc. Et donc voilà, donc je sais qu'il y a aussi cette expertise au niveau des salariés pour adapter. Alors là, c'est plutôt sur l'aspect restauration. Et c'est vrai que sur les économies d'eau, je pense qu'il y a effectivement des différences qui vont ensuite être d'ordre culturel. Et justement, on a une question dans le chat qui te demande si dans l'étude concernant le comportement des clients face à la consommation d'eau, le panel de touristes que tu as pu rencontrer, est-ce qu'il était français ou est-ce qu'il y avait aussi des internationaux? Alors, bah, quand j'étais en Alsace, il y avait pas mal d'Allemands. Donc, il y avait voilà, des personnes. Alors, j'avoue que j'ai fait de l'allemand pendant mes études, mais je n'étais pas forcément au niveau. Donc, j'en ai interrogé certains qui soit parlaient français, soit avec qui on a pu échanger en anglais. Et après, oui, il y avait certains touristes qui étaient internationaux. Moi, j'ai plutôt sélectionné les touristes français. C'est vrai que c'est un pan entier en fait de notre discipline en psychologie sociale sur les différences interculturelles où il y a des chercheurs qui vraiment s'intéressent spécifiquement à ces aspects-là. Là, c'est vrai que moi j'avais choisi de plutôt rester sur une population francophone au niveau des enseignements et des observations. Mais donc, de ce que tu dis, un sondage avec une clientèle internationale pourrait potentiellement avoir un résultat légèrement différent. C'est possible et ça pourrait être intéressant effectivement d'aller comparer peut-être en passant par un sondage, parce que moi, c'est vrai que c'était des entretiens.
Donc, j'ai pas pu interroger toutes les personnes présentes, mais l'idée est pourquoi pas de faire un sondage et de comparer en fait entre les différentes nationalités pour voir s'il y a peut-être des choses à adapter aussi dans la communication. Je sais qu'on a certaines études qui sont faites aux États-Unis et quand on les transpose en France, il y a des choses qui fonctionnent pas. Parce qu'il y a certaines choses qui fonctionnent très bien aux États-Unis et on a beaucoup de recherches dans la littérature scientifique en psychologie sociale qui viennent des États-Unis. Mais en fait, il y a toujours ce travail d'adaptation à la culture et donc il y a parfois des décalages, que ce soit au niveau des perceptions, des représentations, des croyances et au niveau aussi des leviers qui sont les plus efficaces. Alors, il y a une question de Céline, mais je ne suis pas sûre de l'avoir comprise. Pour entrer l'indice de consommation d'eau, pour faire un ratio. Bon, effectivement, ce que je disais, c'est que on vous demande sur la plateforme Clevert, quand vous allez sur la page Mes indicateurs, vous pouvez saisir vos consommations d'eau et vous pouvez activer avec un petit bouton en haut de page le calcul en ratio par nuitée. Et dans ces cas-là, dans votre tableau de saisie des consommations mensuelles, vous avez une colonne qui s'ouvre et qui vous dit de saisir vos nuitées mensuelles. Donc mois par mois, janvier, février, mars, etc. Vous devez saisir vos nuitées mensuelles. Et si ces nuitées sont pas calculées de la même façon, forcément, on va avoir des ratios différents d'un établissement à l'autre. Et ça a fait partie des incohérences qu'on a corrigées lors de la phase de fiabilisation des données. Donc, nous, ce qu'on comptabilise comme des nuitées, c'est la définition des nuitées au sens de l'hôtellerie, hein, c'est-à-dire que un lit pour une personne égale une nuitée. Et donc, l'exemple que je donnais, c'est si vous avez 2 personnes dans la chambre qui sont présentes pendant 3 jours, finalement, on va avoir 6 lits qui vont être occupés pendant leur séjour. Donc, ça compte comme 6 nuitées. Donc, la question suivante, elle porte sur les consommations par nuitée des établissements hors Clevert. Donc, il y a un certain nombre d'études qu'on peut sortir. Ce qui est important de comprendre, c'est que là, effectivement, nous, comme on est sur un échantillon Clevert, il est aussi représentatif des établissements qui ont demandé le label. Donc, il y a des ratios sur lesquels, par exemple, les hôtels, on en a vraiment beaucoup. Donc, on va être plus proche de ce qui ressemble en France au profil des hôtels. Et donc, si on compare notamment, par exemple, au rapport de la DGE, on voit que dans ce rapport, pour les hôtels 1 à 3 étoiles, il y a une moyenne de 240 litres par nuitée. Là où pour Clevert, on va être sur une moyenne entre 176 et 182 litres par nuitée pour la même typologie d'établissement. Pour les 4-5 étoiles, dans le rapport de la DGE, c'est ensemble. Donc, je ne pourrais pas vous différencier les 4 et 5 étoiles. Ils ont mis 323 litres par nuitée en moyenne. Nous, on constate une moyenne de 264 litres par nuitée pour les 4 étoiles et 483 litres par nuitée pour des 5 étoiles. Donc là, il faudrait voir aussi le ratio qu'ils ont, eux, de 4 et de 5 étoiles versus ce que nous avons dans l'échantillon. Ensuite, par exemple, pour les campings, ce qui est délicat, c'est que par exemple, dans l'échantillon Clevert, on a 94% des campings qui annoncent avoir une piscine, alors qu'en France, on a entre 45 et 50% des campings qui ont une piscine selon les études. Donc là, par exemple, nous, on va être au-dessus de la moyenne annoncée dans le rapport de la DGE du fait du profil des établissements Clevert qui ont été fiabilisés dans notre échantillon. En revanche, si on regarde les établissements qui n'ont pas de piscine, là, on a un ratio qui est vraiment assez bas en moyenne pour les campings Clevert. Donc, ça va dépendre beaucoup de l'échantillon. Et il faudrait ramener en fait l'échantillon à la compréhension des moyennes d'établissements qui ont des piscines et qui n'en ont pas. Globalement, c'est quand même le critère essentiel de ce qui ressort, notamment dès qu'il y a des parcs aquatiques également, pour pouvoir réellement comparer. Après, ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, on a quand même fait un très gros travail de fiabilisation. On n'a pas travaillé par extrapolation. Donc, les chiffres qu'on annonce pour les établissements Clevert, c'est des chiffres sur lesquels on est quand même assez serein. Merci Nathalie. Je vois une question dans la partie questions-réponses de Oscar qui nous demande comment explique-t-on la consommation d'eau plus faible dans les établissements 2 étoiles? Pour la première partie de la question, ça revient à la partie d'analyse de données dans la première partie de la présentation où en fait dans les établissements 1, 2 ou 3 étoiles, on observe une gamme de services qui est souvent plus limitée que dans les établissements 4 ou 5 étoiles. Par exemple, un nombre de restaurants, de piscines ou d'espaces verts paysagers qui est moins important et donc qui peut se traduire dans ces établissements de 2 étoiles par une consommation d'eau plus faible. C'est une des explications qu'on peut mentionner. Ça peut aussi être l'utilisation client, hein. C'est une clientèle qui peut être une clientèle d'affaires, qui n'est pas forcément là pour profiter du séjour et qui va moins avoir envie de passer du temps dans sa salle de bain en plastique que dans une belle salle de bain un peu plus esthétique, par exemple.
Et la deuxième partie de votre question, de manière générale, comment motiver les utilisateurs à aller de l'avant, par exemple une remise? Ça, je pense qu'avec les piliers que nous a évoqué Delphine, à savoir la communication autour des normes sociales, savoir comment agir, quoi agir. Delphine, si tu veux. Oui. Salut Oscar, je connais Oscar. Ah. Je pense que c'est le Oscar que je connais. Oui, en fait, dans les éléments qui sont ressortis, d'ailleurs, on en a beaucoup discuté avec le directeur de l'hôtel Turenne à Colmar. Il y avait cette idée de si les personnes, dès la réservation, par exemple, peuvent dire qu'elles ne veulent pas le ménage durant tout leur séjour, donc pas changer les serviettes, ni les draps, ni faire le ménage, bah, effectivement, leur proposer soit une réduction sur le prix de la chambre, soit une contrepartie, par exemple, en fonction, moi j'ai déjà vu ça dans certains endroits, on peut nous offrir quelque chose au bar, quelque chose à boire, ou alors ça va dans une association. Un peu cette idée de se dire, bah oui, le client qui va ne pas demander le ménage dans sa chambre, ça va permettre de faire des économies d'eau et donc des économies financières. Et donc cette idée d'avoir une contrepartie, que ce soit financière ou que ce soit aussi voilà, donner à une association de protection de l'environnement les économies qui ont été réalisées, en tout cas de le faire savoir. Moi, je suis déjà allée dans un établissement où c'était indiqué au niveau du comptoir à l'accueil, et je trouvais ça bien parce que ça motive les gens. Ils se disent, ah bah tiens, si je prends pas le ménage, ça va faire des économies d'eau, donc ça c'est bien, et en plus ça va permettre de soutenir une association ou alors de me faire des économies financières à moi aussi. Donc chacun peut choisir, mais c'est vrai que cette idée de contrepartie, elle est intéressante parce que là aussi ça active le sentiment de justice en fait. Merci Delphine. J'étais en train de regarder un peu partout, mais je crois qu'on est arrivé au bout des questions qu'on avait dans le chat. Je rappelle que un replay de cette présentation sera disponible et vous sera envoyé par mail, bon, à vous tous participants au webinaire, mais aussi voilà, il y aura un article sur notre site internet qui renverra donc vers le replay de cette présentation, vers la note de synthèse de l'étude qui récapitule tout ce qui a été partagé aujourd'hui, et enfin vers les ressources que vous pouvez consulter qui vous donneront des éléments voilà, supplémentaires pour notamment des stickers, des stickers éco-gestes que vous pourrez commander ou télécharger, ou d'autres études et guides qui ont pu être émis par la Clé Verte ou d'autres acteurs institutionnels sur ce sujet de la sobriété hydrique. Donc merci à tous pour votre attention. Et voilà, on vous espère prêt à vous engager pour la sobriété hydrique, surtout en cette période de canicule. Merci à Merci, tous. bonne Au fin de revoir, bonne journée. fin de Merci journée. beaucoup. Bon après-midi.